On ne va pas tarder à commencer. On attend peut-être encore les derniers arrivants. Donc, pour cette table ronde avec une situation un petit peu particulière, évidemment. Vous nous voyez avec nos masques. Voilà. Les consignes toutes récentes font qu'aujourd'hui, on se présente à vous avec ces masques, mais on va espérer que la qualité audio soit de mise. Eh bien, écoutez, est-ce que mes invités sont prêts avec moi? Tout à fait, complètement prêt. Donc, on se dit que on ouvre cette table ronde en ce 9 octobre 2020. Donc, et puis alors pas n'importe où, hein, on est hébergé aujourd'hui, vous le devez voir, les superbes locaux qui nous sont prêtés pour cet événement. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cycle de conférences, donc intitulé Les Vendredis du Digital, avec pour thème, pour cette première session, donc stratégie et data au service de la création de valeur. Ce cycle est organisé par l'agence conseil Piment IT du groupe Piment, qui est un acteur lyonnais spécialisé dans la convergence conseil métier et transformation et plateforme digitale. Alors, je profite de ce temps d'introduction pour vous remercier à tous de votre fidélité, chers participants, et bien entendu, vous, messieurs, mes invités, dont un qui se trouve à distance, mais que vous voyez derrière moi. Donc un grand merci de votre présence. On va commencer cette table ronde. Avant toute chose, on va peut-être vérifier que vous nous entendiez bien et que vous nous voyez bien. Donc vous pouvez utiliser la fenêtre de chat de l'espace Teams pour nous confirmer que tout est bon pour vous. Une consigne, c'est vraiment de couper vos micros et vos caméras pour qu'on puisse mener cette table ronde à distance correctement. Et également vous inviter à poser toutes vos questions sans aucune retenue. Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise pendant tout cet échange à nos invités pour qu'on puisse enrichir les débats de vos réflexions ou de vos interrogations. Donc n'hésitez pas, la fenêtre chat est faite pour ça. Et donc, comme je vous le signalais, nous sommes aujourd'hui hébergés au sein du Life Hub de Lyon du groupe Bayer qui aujourd'hui participe finalement au travers de cet espace à toutes ces dynamiques locales en matière d'innovation, de digital. Et à ce titre-là, nous les remercions beaucoup de nous accueillir, nous aussi, en tant qu'acteurs, plutôt évidemment dans le volet conseil, mais participant à ce jeu de la transformation numérique de nos territoires. Alors l'objectif de ces conférences, il est quand même assez simple. Les vendredis digital, c'est de jouer le jeu de cette révolution numérique, c'est-à-dire de décloisonner, de partager, de diffuser finalement les expériences, les insights et les apprentissages. Donc c'est ce que l'on a à cœur de faire aujourd'hui et je pense que ça va être assez réussi puisque on a autour de ce plateau des spécialistes de la bière. On a Sanofi Pasteur, donc un acteur majeur dans le domaine du vaccin, et puis à mes côtés Didier Champeau sur le groupe Schneider Electric, donc là aussi acteur majeur. Et donc je suis ravie de commencer cette session avec ces partenaires, donc merci beaucoup. Alors c'est une séance un petit peu particulière, mais vous l'avez compris, la crise sanitaire fait qu'aujourd'hui on se présente avec ces masques. Pour autant, on s'attachera à être assez clair et de bien articulé. Je me présente rapidement. Donc moi, je suis Hélène Noguès-Brunet, je suis consultante en direction de projets de transformation au sein de l'agence conseil Piment IT. Donc j'ai une expertise plus particulière sur les projets d'innovation et de transformation digitale. Et j'ai la chance aujourd'hui d'accompagner différents acteurs économiques de toute taille, de tout horizon, sur effectivement leurs projets ou leurs programmes de projets de transformation numérique, à la fois sur des volets plus stratégiques mais aussi opérationnels. On a des convictions au sein de l'agence Piment IT, donc je vous partageais déjà cette idée de transversalité et de décloisonnement. Je laisse mon directeur général de Piment IT vous dire quelques mots sur notre agence, donc Julien Perdriel. Merci. Bonjour à tous.
Avant tout, moi, je tiens à le dire, je suis vraiment heureux qu'on, sous l'impulsion d'Hélène, on organise justement et on anime ce cycle de webconférences autour de la stratégie, de la data et du digital au sens large. Concernant Piment IT, notre positionnement, nous, il est phygital. Plus concrètement, en fait, notre offre, elle repose sur une double approche qui est à la fois customer-centric et data-driven. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Customer-centric, c'est par le biais simplement de notre conseil en transformation digitale, sur la transformation des organisations, mais aussi au travers des solutions digitales directement que l'on réalise. On met systématiquement l'utilisateur ou le consommateur, le cas échéant, au cœur de nos réflexions. Toutes nos actions, toutes les solutions digitales que l'on développe, que l'on réalise, répondent systématiquement à des problématiques business, donc des problématiques métiers. Et puis Data Driven, c'est quoi? Au-delà du digital qui est très vaste, ce qu'on fait référence ici, c'est à l'exploitation de la donnée, qui permet et qui permettra d'ailleurs encore plus à l'avenir, compte tenu des technologies toujours plus innovantes qui se développent, d'apporter plus de valeur à l'entreprise. Ce que je veux dire ici, c'est que vous noterez d'ailleurs que j'ai parlé d'exploitation de données. Vous connaissez probablement cette expression « data is the new oil ». Ce qu'on fait référence quand on parle de ça, c'est qu'il est essentiel de travailler à l'exploitation de la donnée pour mieux la valoriser. Ce n'est pas la donnée elle-même qui apporte la valeur, c'est bien son exploitation. Et c'est dans ce principe qu'on s'inscrit complètement. Et donc, pour aborder cette double approche, aujourd'hui, on a défini au sein de Piment IT 4 offres d'expertise particulières. Une première autour du data management et de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'on intervient à ce moment-là tout au long du cycle de vie de la donnée, allant depuis l'identification des données d'intérêt, donc des données métiers, en passant bien entendu par la collecte, la fiabilisation des données, mais aussi, vous l'avez compris, par la valorisation des données. Donc là, c'est cette mise en relation, en corrélation avec l'ensemble des données de l'entreprise, qu'elles soient internes, mais aussi avec des données externes à l'entreprise. Et c'est comme ça, justement, qu'on pourra tirer toute la quintessence, toute la valeur, justement, des données. Ensuite, j'évoquais l'aspect cybersécurité. Partons du principe que la data est un asset de l'entreprise, au même titre finalement que les produits ou services que vous vendez. Quand je dis vous clients, à partir de là, considérant encore une fois que c'est un asset de l'entreprise, il est pour nous essentiel de cybersécuriser la donnée. Ensuite, on propose une deuxième offre autour du product management. Ici, ce à quoi on fait référence, c'est à la fois cette capacité à recueillir et formaliser le besoin, mais aussi, bien entendu, à définir le parcours utilisateur. Je reviens à ce principe customer-centric. Donc, définir le parcours utilisateur ou le parcours du consommateur. Et puis enfin, développer, réaliser des solutions digitales qui répondent, là encore, aux problématiques du business. Ensuite, on a une troisième offre d'expertise autour du project management. Ici, l'idée est d'apporter un cadre, une structure permettant simplement la réussite des projets de transformation, qu'elles soient organisationnelles, digitales, data. Voilà. Et puis enfin, une quatrième et dernière offre d'expertise autour de l'innovation management qu'on adresse par le biais de 2 processus. Un processus lié à un principe plutôt d'idéation qui vise à accompagner nos clients justement dans leur démarche de réflexion innovante sur la base de méthodologies comme Design Thinking ou Lean UX que vous connaissez probablement et qui va nous permettre de co-construire avec l'appui de nos clients leur réflexion, les principes d'idéation, donc pour co-construire les produits, les services qu'ils pourront proposer sur le marché à horizon 3, 5 ou 10 ans. Et puis, cet accompagnement d'innovation, on l'adresse aussi par le biais d'une autre approche qui est technologique. Je fais ici référence à des technologies les plus avancées sur le marché, qu'on implémente d'ailleurs nous-mêmes au sein de nos plateformes digitales. Donc là, ce à quoi je fais référence, c'est des intelligences artificielles, par exemple, mais aussi de la data science au sens large. Très bien. Merci pour ce Merci, résumé. Hélène. Alors, je sais que vous brûlez d'impatience de faire connaissance avec nos invités. On va peut-être commencer par une petite devinette. Si vous regardez cette slide-là, je vais vous poser une question, messieurs, mais aussi aux participants. Quel est, selon vous, le rapport entre l'univers des couches et celui de la bière, le marché de la bière? Alors, évidemment, là, je précise à ce stade-là que toute ressemblance avec un produit ou un personnage est absolument pas fortuite, évidemment. Quel lien on ferait alors entre ce marché des couches, culottes, et celui de la bière, a priori? Est-ce que vous avez une idée? Ça dépend du composant de la couche, par exemple, peut-être? Écoutez, non, c'est pas sur ce volet-là. Ou la consommation un peu trop importante de l'un peut amener à l'arrivée de l'autre, je ne sais pas. Je ne crois pas.
Alors, tout simplement, un acteur assez connu de la grande distribution au travers des outils digitaux, au travers justement de certaines analyses de la donnée et des insights, a compris, a investigué que la majorité en fait des hommes allant chercher, acheter des couches donc, dans ce rayon, se rendaient ensuite au rayon bière. Alors je vous laisse juge du lien de causalité entre les deux, mais... On peut oublier la corvée après avoir pris une bière. Exactement. En tout cas, l'idée, c'est de se dire que ces outils et cette analyse de la data a conduit cet acteur, vous vous doutez bien, à repenser sa stratégie effectivement d'organisation dans la surface de vente, les rapprochements de ces deux rayons notamment, et que finalement l'impact et la création de valeur sur son business s'en est retrouvé augmenté. Donc c'est ce petit aparté, je dirais, vraiment un petit morceau de cette histoire de transformation digitale, mais qui nous révèle à tous l'intérêt de saisir en fait les enjeux et le plus rapidement possible de cette transformation pour mieux adresser et son marché, ses clients internes ou externes évidemment et ses partenaires. Alors de façon un petit peu plus, je dirais, aller sérieuse, j'aime bien rappeler cette frise en fait qui montre la rapidité avec laquelle s'est faite cette révolution numérique et que pendant cette période un petit peu que l'on vit là de crise, on voit bien comment la transformation digitale a été un facteur et est un facteur clé d'adaptation, de levée de croissance, même pour certaines organisations, de résilience ou de continuité d'activité. Vous me le partagiez tout à l'heure, messieurs, en off. Et on parle même aujourd'hui de déconfinement numérique. Cette idée que c'est une période où les organisations, les acteurs économiques comprennent l'importance de saisir les opportunités encore plus et encore plus vite de cette transformation numérique, de ces briques technologiques qui nous sont offertes, pour autant les services qu'elles proposent, la manière de travailler, de communiquer qu'elle permet. Donc ce qu'on va voir effectivement ensemble aujourd'hui, messieurs, c'est aujourd'hui comment vos groupes respectifs et vous, en tant qu'acteurs internes, vous saisissez ces enjeux, où c'est que vous en êtes dans cette stratégie digitale et data-driven, et pour en comprendre derrière aussi les perspectives et donner les clés finalement de compréhension fine à nos auditeurs sur quels ont été les success stories, comment vous avez réussi, ou peut-être même les écueils, mais que vous recommandez en tout cas d'éviter. Alors je laisse la parole peut-être dans un premier temps de présenter, s'il le fallait, l'activité de vos entreprises respectives, et puis nous expliquer aussi quel est votre rôle et votre mission au sein de chacune. Je vais commencer de façon très arbitraire, vous m'en voulez pas, messieurs sur ma gauche, avec Pierre-François Cialdella. Bonjour. Enchanté, bonjour. Donc voilà, moi je suis directeur marketing de Ninkasi. Donc Ninkasi, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui a été créée en 1997 à Lyon par notre fondateur Christophe Fargier sur un principe simple mais efficace, la création d'un brewpub, donc d'une fabrique de bière avec son lieu de consommation attenant, qui est un phénomène qui est apparu au début des années 90. Et quand on s'est installé à Lyon en 1997, on a fait partie des précurseurs en fait, du mouvement des craft beer qui est complètement en train d'exploser. Pour rappel, la bière, c'est le plus gros contributeur à la croissance de la grande distribution l'année dernière, donc c'est énorme. Et le choix de Ninkasi n'est pas anodin, c'est la déesse sumérienne de la bière, donc l'objectif c'était de revenir aux racines féminines, racines également pour rappeler la diversité des styles de la bière. Donc voilà, Ninkasi c'est avant tout ça. Aujourd'hui on s'est développé et nous avons pu construire 2 gros pôles d'activité, une activité on va dire industrielle. On est des producteurs de bière, des producteurs de
spiritueux aussi, parce qu'on s'est lancé dans l'activité de distillerie. Hein. On a produit nos premiers whisky dans une démarche vraiment premium. Hein. On a déjà obtenu plusieurs dizaines de récompenses nationales, internationales sur ces produits. Et on a des ambitions d'implantation nationale avec toujours une démarche de qualité, de circuit court. Et puis notre deuxième pôle, ce sont nos lieux de vie. On les appelle souvent entre nous lieux d'évangélisation. C'est là où la marque vit, où le cœur bat, où on peut faire vivre une expérience qui est assez unique. Les Ninkasi sont des pubs modernes, peu importe la tranche d'âge, l'origine sociale, les métiers, on vient dans nos établissements. Donc actuellement, on a 19 lieux et on a pour ambition de se développer au niveau national, donc d'atteindre les 40, 50 établissements d'ici 2024-2025. Voilà, c'est ce que vous voyez ici avec un concept simple mais efficace, Beer Burger Music. Donc produit de qualité, ambiance conviviale et avec de vraies valeurs derrière. Et valeurs qui existent depuis le début, hein, c'est pas monté de toutes pièces, c'est pas du storytelling. Voilà, on n'a pas attendu les années 2015-2016 pour travailler en circuit court avec des partenaires locaux. Très bien. Alors, du coup, votre responsabilité au sein de cette organisation ? Donc, il y a une brique autour de toute la partie développement de produits, communication, autour de la marque notamment. Mais on s'est attelé au niveau de la fonction marketing à digitaliser le parcours client, notamment le parcours client du point de vente. Je trouve qu'il est assez intéressant parce que on parle d'un métier qui est très ancien, hein, la restauration. Il est vieux comme le monde et il est surtout très très en retard sur la digitalisation. Hein. C'est un des secteurs qui est amené à le plus se digitaliser. Nous, on avait bâti une vision, une feuille de route il y a plusieurs années et c'est vrai que les nouvelles technologies nous accompagnent dans cette digitalisation. Pour vous donner quelques chiffres clés, hein, on sait qu'un serveur passe 60% de son temps à prendre des commandes et à encaisser. Et donc c'est relativement faible valeur ajoutée finalement. On préférerait transformer en fait le métier de serveur pour le revaloriser, lui redonner du sens, pour être beaucoup plus dans une démarche d'expertise, de conseil. Ouais. Pour pouvoir les faire monter en compétences, mais aussi en rémunération derrière. Donc c'est une vraie transformation du concept du restaurant qu'on essaye de lancer. Donc pour ce faire, on a travaillé sur une cartographie des fonctionnalités digitales tout au long du parcours client. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, ouais. on va approcher ça dans un second temps. Avec plaisir. Mais on a bien compris qu'effectivement, vous aviez pris le train et cette aventure à bras le corps. Peut-être poursuivre avec vous, Thomas, nous expliquer un petit peu les activités de votre groupe et votre mission au sein de ce groupe-là. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Très bien. Voilà, donc Thomas de Charentenay, je représente l'entreprise Sanofi Pasteur dont le siège mondial est. Nous sommes une entreprise dont la mission est que personne ne souffre ou ne meurt d'une maladie évitable par la vaccination. Une grande mission noble et sur laquelle on a un tout petit peu de pression en ce moment avec un virus émergent. On remplit cette mission, je dirais, principalement en faisant de la recherche et développement pour des nouveaux vaccins et en produisant, qui est le cœur de notre activité, c'est de construire des usines qui fabriquent des vaccins de haute qualité pour le monde entier. On est présent, je crois, dans 120 pays et on a 97% de notre chiffre d'affaires qui est fait hors de France. Donc ma fonction dans cette entreprise, c'est d'assurer le lien entre l'innovation et les priorités stratégiques. Et en particulier, donc, mon objectif, c'est la réussite des porteurs de projets innovants et stratégiques. Et de plus en plus, même je dirais pratiquement à 100%, tous ces projets innovants et stratégiques sont des projets digitaux et qui mobilisent la data. Donc aujourd'hui, on va peut-être aller dans le détail. Et mon objectif, c'est d'installer les capacités chez Sanofi Pasteur pour réussir tous les projets data qui sont clés pour l'entreprise. D'accord, très bien. Et alors peut-être donc vous, Didier, nous dire aussi quelques mots. Oui, bonjour à tous. Didier Champeau, donc je fais partie de Schneider Electric. Au sein de ce groupe Schneider Electric, j'assure la promotion et la prescription des solutions innovantes de Schneider Electric, en particulier les solutions qui tournent autour de la transformation digitale,
puisqu'aujourd'hui, Schneider, je vous en parlerai, a pris vraiment le virage de la transformation digitale pour ses propres besoins, puisque nous sommes industriels, nous avons des usines de par le monde et en France, donc on a des besoins comme un patron d'une PME pour avoir des usines qui soient plus agiles, plus souples, moins consommatrices au niveau énergie. Et donc le digital nous aide dans la mise en place de ces projets innovants. Et une partie des solutions qu'on a mis en place pour nos propres besoins, nous les proposons à nos clients et c'est mon rôle d'assurer cette promotion. Très bien. Merci beaucoup pour cette première présentation. Alors du coup, le sujet aujourd'hui qui nous rassemble, c'est effectivement cette transformation digitale et la stratégie Data Driven. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire finalement de cette aventure au sein de vos organisations respectives? Comment cela finalement est né? Où c'est que vous en êtes aujourd'hui? Dites-nous un petit peu plus sur ça. Peut-être Thomas, si vous voulez bien. Oui, alors je vous ai proposé un petit visuel, mais je vais vous en parler plus. J'aime bien mettre en avant ce qu'on fait chez Sanofi en général, qui est de concevoir des usines qui fabriquent des produits de parfaite qualité. Et c'est pour ça que je montre souvent une photo d'usine. C'est vraiment notre métier principal, c'est la conception, la mise en œuvre et la maintenance au niveau de qualité effectif d'installations industrielles qui produisent des médicaments. Donc, la data, par rapport à ça, c'est au cœur de notre business. C'est vraiment une activité principale. Par exemple, ce qu'on appelle Factory 4.0, c'est évidemment un sujet, un enjeu majeur pour nous. Il y a aussi un phénomène qui nous a tiré vers le haut, c'est les obligations réglementaires liées à la sérialisation. Donc, on doit, par la loi, livrer tous nos produits avec un numéro de série et des informations spécifiques sur chaque produit. Et ne serait-ce que cette obligation, ça je pense, était l'élément, le driver principal de beaucoup d'autres projets qui sont venus, grâce à ces contraintes réglementaires, trouver un sens opérationnel et une implémentation accélérée. Alors je ne sais pas si ces contraintes effectivement réglementaires, comme vous le dites Thomas, sont aussi une raison du démarrage de votre transformation pour vous, notamment Didier, ou peut-être vous, Pierre, sur Ninkasi? Contraintes réglementaires, le Covid a été un énorme accélérateur, mais sur la partie réglementation, pas plus que ça, mais c'est vrai que le Covid nous a obligés à repenser, à accélérer la transformation digitale de l'entreprise. Le click and collect, ça en est un, c'était pas abouti et on s'est un peu mis en ordre de marche pour le déployer et essayer de générer du business là où on pouvait. Donc de la contrainte naît des opportunités. D'accord, mais alors peut-être le début de votre histoire de transformation, elle s'est située où alors exactement? Écoutez, nous, on avait une vision qui était assez claire de la transformation digitale du parcours client. Et ce qui a été un accélérateur, c'était l'émergence des technologies. Nous, on s'est vraiment appuyé sur les technologies qui étaient naissantes. Et c'est vrai que depuis quelques années, ça accélère énormément et depuis quelques mois encore plus. Ce qui nous permet de rentrer dans une démarche d'accélération de la digitalisation du parcours client. Donc, c'est un point qui est très intéressant pour nous parce qu'il nous permet de prendre conscience aussi à terme de l'enjeu de collecter la data. Parce que comme on l'expliquait un petit peu, nous, par rapport à mes collègues, on est dans une démarche de réflexion sur la collecte de la data. On va y aller, on souhaite déployer un vrai outil de CRM B2C pour nous permettre demain de rentrer dans une démarche beaucoup plus de one-to-one, de marketing automation, où c'est vrai qu'à ce jour, on est dans un univers qui est très en retard, la restauration, et on se rend compte qu'il y a des perspectives qui sont énormes, notamment parce que Ninkasi, c'est une diversité de produits, c'est une diversité de services, c'est une diversité de lieux aussi, de moments de conso, et on a l'occasion d'offrir des services à nos clients, mais aussi de développer notre activité, parce qu'à ce jour, on est encore très simple dans notre approche marketing. Très simple. Qu'est-ce qui vous fait dire finalement cette notion de simplicité? Tout simplement parce qu'à ce jour, on ne connaît pas très bien nos clients, on n'est pas capable de leur adresser un message personnalisé. Donc ça, c'est un élément déjà qui
qui est important. Et puis c'est vrai que sur la digitalisation, ça nous permet d'offrir de nouvelles fonctionnalités. Alors, le Covid, ça a été la possibilité de consulter le menu en ligne. On se rend compte qu'il y a plein d'opportunités d'enrichir un menu digital, ce qui n'est pas le cas avec le papier. On se rend compte qu'on est capable d'apporter du service, on est capable également de faire passer des valeurs, une démarche, voilà, de renforcer aussi l'ADN de la marque. Donc c'est quand même très enrichissant pour nous. Très bien. Et vous, Didier, est-ce que la réglementation ou peut-être la situation actuelle a généré un certain nombre de choses chez Schneider ? La transformation digitale chez Schneider, elle a commencé il y a déjà quelques années. Dès 2015, notre PDG avait une vision assez déjà en avance de phase dans tous les secteurs de l'entreprise, que ce soit le commerce, le marketing et les sites de production, la supply chain. Effectivement, on a utilisé et on nous a montré les bénéfices qu'on allait pouvoir tirer du digital. Et il y a un champ des possibles qui est énorme, on en parlera. Et si je prends le cas uniquement de la supply chain, on a un programme d'entreprise qui est le programme Smart Factory que l'on applique sur nos différents sites depuis 2017. Donc on a des sites industriels en France, de par le monde, on a 200 sites industriels de par le monde. Et sur ces usines, sur ces sites industriels, on va appliquer des briques technologiques digitales innovantes. Il y en a une 60aine. Et chaque usine est autonome pour prioriser les briques technologiques qu'elle va utiliser. Elles sont toutes beaucoup d'entre elles sont à base de digital. Et l'idée, effectivement, quelque part, pour un responsable, c'est de faire mieux avec moins d'énergie pour produire, moins de ressources humaines, moins de ressources matérielles. Lorsqu'on a déjà 2 ou 3 robots sur une ligne, c'est pas parce qu'on va rajouter un 3e qu'on va produire plus. Il faut peut-être mieux utiliser les assets, les équipements qui sont en place, mieux connaître leur disponibilité. Et tout ça, on va voir que le digital nous permet effectivement d'optimiser et de rentrer dans des processus vertueux d'optimisation. Et ça, depuis 2017, donc on a engagé des phases, on procède par étapes sur nos propres sites. Donc on a fait une première étape en 2017 sur certains sites, sur 2019, 2020, on vient de lancer une expérimentation sur la 5G avec Orange sur notre site du Vaudreuil, du côté de Paris. L'idée, effectivement, c'est d'être dans un processus qui démarre, mais qui va se prolonger, parce qu'avec le digital, avec l'information, avec les data, et on en reparlera, ce n'est pas du one-shot, c'est pas on met en place un projet pour faire des économies, avoir un retour d'investissement immédiat, mais c'est d'avoir un retour d'investissement qui se prolonge dans la durée. Et là, le logiciel, le numérique, nous permet d'avoir ce genre de bénéfices. Alors justement, la création de valeur, Thomas, vous en parliez, aujourd'hui elle était plus contrainte chez Sanofi par le réglementaire. Comment vous nous expliqueriez un petit peu cette histoire, les différentes étapes qui ont été saisies par votre groupe, cette transformation? Alors, je dirais que le réglementaire, pour moi, n'est pas une contrainte, c'est plutôt une opportunité. Il faut toujours le présenter comme quelque chose qui peut nous aider à produire des choses de meilleure qualité, et pour la santé des personnes, c'est quand même le principal. Mais pour répondre à la question, on va créer de la valeur, on va partir des datas, donc on en parlera après, mais il faut avoir des datas de bonne qualité, il faut être capable de les interfacer, il faut être aussi capable de générer des insights, c'est-à-dire des évidents qui vont nous permettre de prendre des décisions. Et puis ensuite, il faut vraiment prendre ces décisions. Et souvent, on a une petite marche à franchir qui est difficile pour certaines équipes, parce que l'insight qu'on a généré, il va être activé par une autre équipe que celle qui a généré l'insight. Donc cette transition de l'insight à l'activation, elle est souvent difficile. Et enfin, il faut évaluer l'impact de ce qu'on a pris comme décision et mesurer ce qu'on fait. Et ça va générer des indicateurs qui sont à nouveau des datas qu'on va rentrer dans le process. Et donc une illustration typique, c'est ce qu'on appelle dans l'usine du futur, enfin du présent, et qui se développe, c'est de pouvoir faire d'une analyse prospective, de la maintenance prédictive et aussi de la maintenance prescriptive, c'est-à-dire que le système, le modèle, de nous dire de faire telle action, parce qu'on a un modèle qui est basé sur des données du passé. Donc il faut à la fois gérer des données, des capteurs. Il y a tout un enjeu de mettre des capteurs où on peut. Sur cette image,
qui est derrière moi. Là, on voit une personne dans notre usine aux États-Unis là qui s'est bardée de capteurs. Il faut capturer de la donnée, générer des insights, prendre des décisions et suivre leur impact. Donc c'est tout un métier, un workflow qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est un nouveau métier, mais qui est basé sur quelque chose qui est fondamental dans l'innovation, c'est qu'on mesure ce qu'on veut améliorer. Donc on rentre dans une innovation permanente, on crée de la valeur à partir de la data et ça fait un cycle comme ça. Est-ce que ça vous fait réagir, Pierre? Alors, évidemment, la data chez vous, elle n'est peut-être pas industrielle, mais comment vous saisissez Non, moi, la question que j'allais poser, parce que je trouve que c'est super intéressant, quels sont les domaines derrière qui sont le plus influencés en termes de changement? Est-ce que c'est la partie industrielle, la partie produit, la partie vision stratégique de l'entreprise? Est-ce que vous commencez à avoir des vrais résultats dans vos prises de décision qui apparaissent? Je pense qu'il y a des résultats visibles dans la partie industrielle où on produit avec une meilleure prédictibilité, ce qu'on appelle la prédictibilité de la qualité. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Mais aussi, épidémiologie, on a une meilleure prédiction des épidémies. On commence à mélanger des données internes, externes pour justement voir comment les choses se passent dans la vraie vie, parce qu'on travaille sur l'humain. Et puis aussi, on commence à pouvoir développer des produits avant les études cliniques. On va faire un développement in silico, c'est-à-dire qu'on va développer des médicaments dans un ordinateur. On va tester des molécules sur des antigènes, sur des anticorps, de façon informatisée, pour n'avoir à tester qu'une petite fraction de ce qu'on aurait dû tester, donc on gagne du temps. Donc ça, c'est des bénéfices évidents. Vous, Didier, vous en qualifiez justement, j'imagine, de ces bénéfices? Alors effectivement, on est constructeur, on est fabricant effectivement de certains équipements, et je vais prendre des équipements traditionnels comme des disjoncteurs, comme des transformateurs. Aujourd'hui, ce qui est important, et pour continuer et rebondir sur ce que disait Thomas, c'est que en tant que fournisseur, on donne à nos clients des caractéristiques. Par exemple, sur la maintenance, on dit qu'il faut tous les 3 ans changer un filtre d'un produit parce qu'il risque de s'encrasser, ou tous les ans faire telle maintenance sur un équipement. Et ça, ce sont jusqu'à maintenant des données théoriques. Et maintenant, on va pouvoir bénéficier des données réelles du terrain et en fait les contextualiser. Un client qui va utiliser un transformateur dans une usine où le transfo est soumis à des températures faibles, en deçà peut-être de ce qu'on préconise, et bien on va pouvoir, grâce à des capteurs qu'on a implémentés sur le transformateur, des capteurs de température, de vibration, on va pouvoir remonter ces données et pouvoir analyser les données et pouvoir les corréler avec d'autres éléments de manière à donner la bonne information utile et pouvoir optimiser les maintenances qu'on va préconiser. C'est-à-dire pour un client, on va peut-être lui dire tous les ans il faut que tu fasses une maintenance sur le transformateur, alors que pour un autre client, on va pouvoir lui indiquer que la maintenance préconisée est une maintenance périodique de 2 ans, par exemple. Donc c'est là où ça va apporter un bénéfice pour nos propres clients, c'est d'avoir effectivement des données qui vont nous permettre d'optimiser tout ceci. On va juste faire une petite pause technique, a priori on a un problème de son. C'est bon. Alors, bien penser à éteindre le micro. Voilà, alors je ne sais pas si on m'a tout entendu ou si je... Je crois que vous pouvez reprendre 2 minutes en arrière quand même. Donc, effectivement, pour rebondir sur l'utilisation des données en tant que fournisseur... Alors, pour l'instant, nous n'entendons plus. Voilà, donc c'est Didier Champeau qui parle. Je prends la parole. Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Je vous entends à nouveau. Merci. Super. Donc, effectivement, je parlais de la valorisation de la donnée en tant que fabricant. On va pouvoir utiliser des données dont on équipe nos matériels pour pouvoir, par exemple, contextualiser celles-ci en fonction de l'utilisation du produit chez un client. Au lieu de lui demander de faire une maintenance, de préconiser une maintenance tous les ans ou tous les 3 ans, on va pouvoir lui indiquer la période de maintenance la plus appropriée en fonction de son usage. Si le transformateur est mis sur un site avec des températures plus faibles que celles qui est normalement indiquée, eh bien, il va falloir faire une maintenance beaucoup plus rapprochée. Et ça, les capteurs, les données qui sont issues des équipements et qui vont remonter
et analysées par des logiciels vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces sur les durées de maintenance et quelque part, pour le client, d'en tirer un bénéfice. Ça va éviter peut-être des pannes, ça va lui permettre d'avoir des périodes de maintenance beaucoup plus appropriées, peut-être plus longues, de manière à pouvoir intervenir au juste moment, à bon escient, sur ces équipements. Donc la data, elle apporte de ce côté-là aussi un bénéfice énorme. Alors justement, sur cette data, et on commence à le sentir, à le percevoir dans vos propos, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il se dit assez communément que cette transformation digitale est finie, finalement, et qu'on laisse place plus à une transformation digitalo-analytique, transformation data. Alors, Thomas, je vous vois hocher de la tête. Est-ce que... Qu'est-ce que vous diriez sur cette conviction? Je discute beaucoup avec des gens qui sont dans d'autres industries parce qu'on a tous les mêmes problématiques dans les entreprises qui ne sont pas digital native. Donc que ce soit l'industrie automobile, la grande distribution, l'industrie de la santé, ne sont pas des industries digital native. Je vois sur votre site que des logos de gens qui sont nés avec du digital, donc qui n'ont pas de contraintes. Par exemple, ce qu'on appelle legacy, ils n'ont pas de système legacy. Nous, on a construit de la fusion. Beaucoup de. Ah, on vous entend pas bien, prises. Thomas. Allez-y. Oui. Ouais. Non, ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas des digital natives en tant qu'entreprise. Là, vous faites sur votre slide que des entreprises digitales. Je sens que vous ne m'entendez pas bien. Ça coupe. Ça a tendance à couper un peu. Alors ici, en fait, il s'agit, en tout cas dans ce qu'on entend quand on échange avec différents acteurs, c'est de reconnaître que finalement, au-delà des outils, c'est ce que vous disiez Didier, ou ce que vous disiez aussi Pierre-François, au travers de ces remontées en fait de data, c'est que plus que les outils, c'est qu'on se retrouve avec une multitude finalement de data interne, externe, avec une variabilité aussi dans leur format, que ce soit de la vidéo, etc. Et qu'on travaille autour plus des notions d'algorithmes neuronés, de code, avec cette mise à disposition incroyable des librairies en termes de code qui facilite aujourd'hui l'accès à cette donnée et à cette analyse. On parle aussi effectivement de prédiction, comme vous disiez, Didier, et en ça, on est aujourd'hui plus sur une transformation data. Comment ça se vit aujourd'hui, finalement, quelle est la place de cette data et comment vous avez adressé, vous, dans vos organisations respectives, cette logique de data driven? Comment ça se passe? Racontez-nous, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui fonctionne ou fonctionne peut-être moins? Pierre? Oui, alors moi je rejoins un petit peu ce qui a été dit juste avant, c'est que nous non plus, en fait, on n'est pas vraiment des pure players du digital. On a un très vieux métier, la restauration, donc nous ça change notre métier. En fait, ça c'est un point, c'est-à-dire que notre service bouge quand même énormément. C'est-à-dire que voilà, on digitalise des parcours qui étaient tout manuel auparavant, donc c'est quand même très nouveau déjà pour nous, donc il y a une grosse conduite de changement qui est en cours là-dessus. Par contre, je vous rejoins, c'est vrai qu'on est en train de prendre conscience de l'enjeu et de l'importance de la data, donc on se structure déjà au niveau du système d'information, au niveau humain, nos recrutements sont avant tout centrés là-dessus, donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau aussi dans notre approche RH. Et puis bien entendu, on commence à se poser la question de l'analytique, c'est-à-dire comment on fait pour que ça nous apporte un service. Ce que je trouve intéressant, on pourrait faire l'analogie, on parlait de la qualité du produit, ça vous a beaucoup aidé sur la qualité du produit. Nous aussi, on se pose des questions par rapport à la qualité du produit, du service. Donc on collecte de la data et on l'exploite, nous, pour vous donner un exemple très concret. On collecte le fait de réserver une table, de commander, de consulter un menu. On l'exploite pour solliciter nos clients et collecter du feedback sur le produit, le service. Et là, on commence à agréger beaucoup de data et on commence à être dans une démarche beaucoup plus analytique, de dire pourquoi ça n'a pas marché, c'est lié à quoi, c'est lié au produit, c'est lié au service, parce que nous, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et donc, mais aujourd'hui, est-ce que vous faites que la collecter, cette donnée, ou est-ce que vous l'exploitez réellement derrière?
là, on est rentré aussi dans une démarche d'exploitation qui va vraiment au service des opérationnels, les accompagner au quotidien dans l'analyse de leur activité, qui ne soit pas uniquement quantitative, mais également qualitative. Et de se projeter aussi dans la durée, parce que nous, le feedback client, il est extrêmement important pour mesurer aussi la perspective de croissance d'une activité. Et pourquoi ? Parce que nous, si ça se passe mal sur le terrain, on peut avoir un très bon niveau d'activité, mais on sent que si ça se dégrade au niveau de la qualité, il va y avoir des effets à moyen terme. Donc c'est aussi du prédictif, si vous voulez, dans l'évolution de notre business. Donc c'est comme une première... J'ai une question pour vous, Pierre, qui m'est posée. Vous le disiez tout à l'heure justement que vous étiez aux prémices finalement de la transformation digitale au sein de Ninkasi. Vous le disiez encore juste avant, vous faites un vieux métier, la restauration. Vous évoquiez le click and collect que vous avez mis en place récemment. Vous disiez par ailleurs ne pas connaître finalement les personas de vos clients. Ça, c'est quelque chose après que vous n'avez pas encore défini. C'est quoi les prochaines étapes que vous avez prévues dans votre feuille de route de transformation numérique au sein de Ninkasi ? Alors, c'est une bonne question. Donc là, on est rentré dans une logique où on commence à collecter de la data. Là, l'enjeu, ça va être de la centraliser, de la qualifier, la rendre propre pour derrière l'exploiter. Donc, à partir de janvier, on rentre dans une démarche de centralisation de toutes ces données-là, en fait, que je vous présentais sur la slide précédente. Donc, d'avoir un plus petit dénominateur commun qui est notre client et qui a un certain nombre de points de contact différents tout au long de son parcours. Et ça va déjà être une matière extrêmement intéressante de pouvoir la qualifier, de pouvoir la segmenter, de pouvoir commencer, nous, à imaginer, on va dire, des parcours clients aussi. Rentrer dans une vraie démarche de marketing automation aussi. Mais avec à chaque fois la logique, parce que ça c'est vraiment notre métier aussi qui le veut, d'être au service de nos points de vente, de nos franchisés, pour leur apporter un regard autre que celui qui vivent sur le terrain. Donc voilà, ça on a décidé de vraiment accélérer sur l'année 2021 et ce sont des investissements qu'on fait dès maintenant dans cette optique-là. Très clair. Alors, effectivement, au niveau de la data, et je te rejoins, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir la partager. Donc déjà, la donnée en elle-même, elle n'est intéressante qu'à partir du moment où on la transforme en information utile pour les personnes qui vont l'exploiter. Et là où elle a encore plus de puissance, c'est quand on va pouvoir la partager entre différents services ou différents utilisateurs. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui casser les silos dans une entreprise. Et je vais prendre pour exemple, par exemple, l'énergie que l'on utilise pour produire une pièce, donc l'énergie électrique par exemple. Aujourd'hui, un industriel, surtout un industriel en Europe et en France, a un souci, c'est de réduire sa consommation énergétique parce qu'elle impacte aujourd'hui sur le prix du produit. Donc on a différents sites et sur un site, donc on a mis en place un projet de transformation digitale. On a mis en place des capteurs pour mesurer la consommation énergétique, des logiciels, et ces logiciels vont récupérer les données énergétiques, mais les données de production, les données météo, l'historique des données énergétiques précédentes ou sur d'autres sites, et tout ceci va permettre de créer des dashboards. Et l'intérêt de ces rapports, de ces dashboards, c'est de les partager. Et aujourd'hui, sur ce site en particulier, tous les mois, le responsable énergétique fait une réunion avec différents services, des services de ressources humaines, des services de production, des services de ses propres équipes énergétiques, et il va partager des scénarios pour le mois suivant. Il va dire, on entre dans une période où il va faire de plus en plus chaud, donc je vous propose de réduire la température d'1 degré des ateliers. Et voilà, qu'est-ce que ça va apporter. Et tous les mois, il partage ces données à travers différents services. Et ça permet de mieux adopter les décisions qui sont prises, parce qu'elles sont partagées avec l'ensemble des personnes qui sont acteurs quelque part de l'usine dans notre cas. Donc la donnée, elle est vraiment utile aussi pour cette raison-là, c'est qu'elle va se transformer en information et en information partagée avec différents acteurs. Et là, on va en tirer un bénéfice énorme. Vous, Thomas, j'imagine qu'au sein de vos activités, vous percevez aussi ce bénéfice ou la quintessence de cette transversalité et de cette diffusion des datas. Comment ça se passe ? Oui, j'aurais voulu dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on part des données de référence qui sont nécessaires pour faire de l'interopérabilité entre les différents systèmes. Et ensuite, la valeur, elle est créée parce que tout le monde partage cette information dans un service de dashboard qui en soi est un projet digital et ça apporte de la valeur au business. Donc, c'est ce cycle qu'il faut assurer jusqu'au bout
Et ce que je dirais, c'est notre enjeu maintenant. On commence à avoir des données de référence qui sont parfaitement maîtrisées. On a de l'interopérabilité qu'on constate, c'est-à-dire que nos systèmes se parlent. On a des outils de data visualisation, de corrélation, et il faut aller jusqu'au bout de la démarche et que les équipes business soient honneurs en fait du projet digital. Et c'est pour ça qu'on dit que la data, c'est le D majuscule de digital. Parce qu'il ne faut pas que de la data de qualité, il faut aussi des projets digitaux et de la technologie pour les faire tourner. Pierre, qu'est-ce que ça vous évoque? Non, je partage Parce qu'on n'a peut-être complètement. pas les mêmes échelles. Non, mais si, je partage complètement la data telle que nous on l'exploite déjà aujourd'hui est un vrai casseur de silos. On arrive à parler le même langage, on a des outils communs et c'est vrai que ça nous permet de travailler ensemble beaucoup plus simplement que ça pouvait être le cas il y a encore quelques mois. Donc je le vois de manière très très bénéfique pour nous dans les années à venir, voilà, parce qu'on n'a pas le même niveau de maturité, je réinsiste dessus, mais les tout premiers éléments qu'on commence à obtenir sont très encourageants à ce niveau-là. Surtout que le gros intérêt, c'est de rendre cette data très, très facilement manipulable. On a aussi ce besoin. Donc la data visualisation, demain, pour nous, c'est une des clés de succès parce que tel qu'on l'exploite encore aujourd'hui, ça reste encore peu accessible à un néophyte. Et voilà, la data visualisation est la clé du succès de l'appropriation de cette donnée. Effectivement la clé, c'est rendre accessible quelque chose qui est a priori est plutôt complexe à la base. C'est le principe de la data vis. Ça c'est pareil, c'est un sujet sur cette data visualisation que vous saisissez aussi en interne au sein du groupe Schneider. Oui, tout à fait. On a effectivement cette notion. Ça met aussi en œuvre la personne qui va l'exploiter, et l'appropriation de ces technologies par des opérateurs de production, par exemple, puisque, comme je le disais tout à l'heure, cette data elle va se transformer en information. On fait de la maintenance, par exemple, préventive sur des moyens de production, par exemple. Et on a mis en place sur une bobineuse un logiciel, des capteurs qui vont travailler. Alors ce logiciel travaille en 2 temps. Il va créer ce que expliquait Thomas, un jumeau numérique, c'est-à-dire que toutes les données sont remontées pendant une phase d'apprentissage, de machine learning. On va créer un modèle nominal de la machine avec des équations et avec les données. Et puis après, au bout de 3 semaines, on est passé en mode exploitation et le même logiciel va recevoir les données de la machine et va créer un jumeau temps réel. Et on va comparer les deux. Et s'il y a des dérives, on informe l'opérateur de production. Mais on ne va pas l'informer avec des données techniques. Ce qu'il importe, lui, c'est, par exemple, quel est le temps de bon fonctionnement qui est garanti. Et c'est ce qu'on lui fournit. On lui fournit l'information en lui disant tu as 3 heures sur cette bobineuse garantie de bon fonctionnement. Et c'est lui qui prend la bonne décision. C'est lui qui va dire dans 2 heures, j'ai un changement de l'eau, donc j'arrête déjà ma machine et sur ce temps rouge programmé, je fais un temps rouge de maintenance. J'appelle l'équipe de maintenance pour lui dire dans 2 heures, est-ce que tu peux venir changer la broche parce qu'elle va être défaillante. Et c'est cette information qu'il a besoin. On ne prend pas la place de l'opérateur, on va lui fournir une information utile pour le bon fonctionnement, pour son métier, et il va comme ça pouvoir interagir et très facilement mettre en place les actions. Et ça sera un bénéfice évidemment pour l'entreprise, parce qu'on fait un temps rouge sur un temps rouge, et on gagne sur le temps de rendement global de l'entreprise, au moins du site et de la ligne de production. Qu'est-ce qu'on dirait finalement ensemble de tout ce que vous nous racontez? Qu'est-ce qui fait que cette démarche de stratégie data-driven sera ou est solide et pérenne dans une organisation? Si on devait un petit peu brosser ces clés de succès pour notamment peut-être ceux qui nous écoutent, qui sont au début de l'histoire, qu'est-ce que vous recommanderiez? C'est quoi une stratégie data-driven réussie, efficace et sur la durée? Thomas, je suis sûre que vous avez une idée. Non, mais j'ai envie de dire que évidemment, il faut investir dans les assets data, avec tout ce qui est la gestion de la qualité des données. C'est une évidence, mais il ne faut pas lâcher l'affaire sur la longue durée. C'est-à-dire que la qualité de la donnée, ça suppose une gouvernance
qui est basé sur des hommes, et il faut qu'à chaque génération, prise de fonction d'une personne qui est en charge du données de référence, cette personne comprenne son rôle et le mette en œuvre immédiatement. Donc ça, c'est vraiment un travail de longue haleine qui suppose d'avoir une gouvernance, et donc nous, on appelle ça data office. Il y a des gens qui sont en charge de maintenir la gouvernance de la qualité des données de référence, parce que c'est le fuel de tout ça. Et puis après, vous allez avoir beaucoup de projets. Donc il faut les choisir parce qu'on n'a pas une infinité de talents, même si on a des partenaires extérieurs, et on n'a pas une infinité de budget. Donc il faut challenger les projets sur leur création de valeur. Et donc il y a tout ce qui est business case, qui est une activité qui gratte un peu. Hein, on challenge, on dit voilà, ça vaut combien, ça coûte combien. Et moi j'appelle ça le positive pruning. J'essaye de vendre cette notion, c'est-à-dire qu'on va pas faire tel projet, mais on va le mettre avec un autre qui a encore plus de valeur. Donc c'est plutôt fusionner des projets, fusionner des bonnes initiatives, plutôt que d'essayer de tuer des projets, parce que c'est jamais vraiment positif pour tout le monde. Donc le data office, faites-en un solide qui dure pour toujours et qui soit dans une organisation qui elle-même est pérenne. Et le positive pruning, c'est une activité quotidienne. Il faut challenger les business cases des projets et faire qu'il y ait encore plus de valeur qui sortent grâce à des synergies entre plusieurs projets. Pierre-François, vous comprenez? Oui, moi je dirais qu'une des conditions de succès, c'est de bien s'appuyer sur les métiers. Hein. Je trouve que c'était très juste ce qui était dit tout à l'heure. Il faut que ça serve, que ça soit manipulé, parce que voilà, ça a un coût, hein, toute cette stratégie. Et le fait qu'elle soit rentable, c'est qu'il y ait une appropriation, il y ait une adhésion, et il faut avoir une organisation qui soit au service du métier, qui ne soit pas trop déconnectée non plus des utilisateurs. Ça peut être un petit peu le risque, parce que voilà, on est sur des métiers qui sont très techniques, tout qui touche à la data, et il y a un enjeu qui me paraît décisif à partir de tous ces métiers-là. Voilà, moi, à mon niveau, c'est ça. Et puis, il faut un alignement stratégique de la part de la direction qui soit optimal, mais bon, ça fait partie des enjeux qui sont partagés, je pense, par tous les plus grands dirigeants, que ce soit un grand groupe ou la petite start-up. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est presque un non-sujet, mais voilà, nous, on est vraiment dans une démarche qui est itérative à ce niveau-là. Hein. On avance brique par brique, on a la vision, mais voilà, on essaie de ne pas aller trop vite pour embarquer tout le monde. Je pense que c'est une des conditions du succès aussi. C'est-à-dire que voilà, de ne pas arriver avec trop de données parce qu'on peut en exploiter tellement. On a une masse qui est démentielle, donc il faut y aller step by step. Ouais. Cette notion justement d'adhésion, comme vous disiez Thomas, voilà, garantir effectivement la qualité de la data et de bien faire les projets. Effectivement, pour prolonger le message de Pierre-François, l'idée en fait d'un projet de transformation digitale pour un chef d'entreprise, il sait qu'il doit y aller. On en entend parler, il sait qu'il va y avoir un certain nombre de bénéfices, mais quelque part, comment y aller, quelle méthode à appliquer. Tout ça, ça doit être réfléchi. Il y a au départ des méthodes. Nous, ce qu'on propose, et ce que propose par exemple l'Alliance Industrie du Futur pour les industriels, c'est de commencer par faire un audit de maturité numérique. C'est-à-dire qu'on regarde la situation de l'entreprise. Donc on a des experts qui viennent, qui vont regarder effectivement, en faisant des traversées de sites, un certain nombre de points. Hein, puisque, on l'a dit, le champ des possibles est énorme. On peut intervenir sur des projets de transformation digitale dans l'énergie, dans l'excellence opérationnelle, dans l'amélioration de la qualité, etc. Et après, on va discuter avec le chef d'entreprise, avec le responsable de ligne. On va voir quelles sont ses priorités aussi, sa stratégie pour son entreprise. Et on va concilier, on va définir un parcours. Hein. Il faut y aller, comme le disait Pierre-François, step by step. Faire des pilotes, faire un test, voir quel est le bénéfice qu'on va tirer. Hein. Alors, il y a quelques années, on appelait ça un POC, un Proof of Concept. Aujourd'hui, je pense que le terme est un peu galvaudé parce qu'on sait que la technologie, de toute façon, elle est là. Hein. Par contre, pour un industriel,
peut-être que cette technologie ne va pas lui apporter assez de bénéfices pour mettre en œuvre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on démarre par un pilote, une expérimentation. Et nous, chez Schneider Electric, ce qu'on a fait dans nos usines, on s'est rendu compte, on a fait des erreurs hein, depuis 2017. Donc aujourd'hui, on a une offre qu'on appelle un starter pack. C'est une offre qui nous permet, lorsqu'on est sur un site industriel Schneider et qu'on propose maintenant à nos clients, de dire, ben voilà, vous avez une brique technologique qui va vous permettre de mettre en œuvre un certain nombre de projets digitaux qui peuvent tourner autour de l'aide que vous pouvez apporter à l'opérateur, parce que dans cette offre de Starter Pack, vous avez de la réalité augmentée. Vous avez également des capteurs qui vont vous permettre de remonter de l'énergie, donc travailler sur des projets d'efficacité énergétique, par exemple. Ou vous avez un logiciel pour faire des dashboards dans le cloud. Donc cette offre-là va permettre de faire un premier pas dans le monde de la transformation digitale et quelque part de s'approprier, hein, de faciliter l'adoption de ces nouvelles technologies. Hein, c'est une première étape, on fait un pilote et si le pilote apporte effectivement pour le responsable un bénéfice suffisant, ben, il va décider de déployer plus amplement cette technologie qu'il a mis en œuvre. Par exemple, de mettre la réalité augmentée dans les mains de l'ensemble des opérateurs de production. Ou au contraire, il va dire, ben non, le bénéfice n'est pas assez important, ben, je vais prendre cette solution, ce Starter Pack, et je vais essayer autre chose sur l'efficacité énergétique. Et c'est comme ça, étape par étape, effectivement, qu'on va pouvoir faire adopter la technologie, la mettre en œuvre sur différents postes de l'entreprise. Et je pense, et c'est comme ça que nous on le vit dans nos usines, pouvoir effectivement développer l'adoption et quelque part rendre les opérateurs acteurs. Hein. On a eu des exemples sur des tutos par exemple, parce qu'aujourd'hui dans les usines on a des gammes de fabrication qui sont papier, hein, on est passé à des tutos numériques. Et au départ, on avait donné des lunettes, par exemple, pour que les gens se filment en train de faire les opérations. Et ça a été un bide terrible, des problèmes d'autonomie, etc. Et en fait, un jour, une personne est venue avec un casque de vélo et sa GoPro sur la tête, et il s'est filmé. Et là, ça a été formidable. Il avait les mains libres, il était à l'aise comme lorsqu'il allait faire du vélo. Hein. C'est d'ailleurs après une sortie vélo qu'il a eu cette idée-là. Et ben, aujourd'hui, dans nos usines, nous avons fourni des GoPro aux équipes de production et de maintenance pour qu'ils se filment en train de faire des opérations. Donc, quelque part, il faut y aller étape par étape. Hein. C'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement déployer à plus grande échelle des projets de transformation digitale. Je rebondis assez bien sur ce que vous dites, Didier, parce que justement, on entend cette notion du test and learn qui accompagne en fait la stratégie, notamment data et digitale. Et puis, je crois que c'est cette idée aussi de sérendipité, je crois Thomas, sur laquelle on avait échangé aussi ensemble sur l'idée que cette data amène de l'innovation, des fois de façon tout à fait fortuite. Mais, oui, je reviens sur la data visualisation. C'est une vieille expérience de data lake qui date de 1995. Je pense que personne n'était né dans cette salle, mais je me souviens d'avoir eu ce projet dans le groupe Casino en 1995, pour référer à notre discussion. On avait mis les données de sortie de caisse dans un data lake. Et en fait, l'idée de la sérendipité, c'est de présenter les insights à différents acteurs de l'entreprise. C'est ça la beauté de la data visualisation. Quand on peut interopérer différents systèmes, c'est de demander son avis à différents acteurs. Et les gens du marketing n'y voyaient pas tellement d'intérêt. Les gens des achats y avaient vu un énorme intérêt pour suivre les livraisons des produits dans les différents magasins. Et on avait créé de la valeur en 3 mois qui avait remboursé le système. Donc, cette histoire, je l'ai toujours en tête en se disant, on a un projet qui a un objectif business qui est clair, qui en soi a de la valeur, mais ça n'empêche qu'on va quand même présenter ces insights à d'autres acteurs de l'entreprise, voire à des acteurs à l'extérieur de l'entreprise, nos fournisseurs ou nos clients. Et on va peut-être, grâce à ça, créer encore plus de valeur que ce qui était prévu au début. Qu'est-ce que vous diriez sur ces dernières notions autour de cette transformation et puis je dirais, ces bénéfices un peu collatéraux qu'on peut y trouver? C'est certain que malgré toute l'imagination qu'on peut avoir, parfois on ne se rend pas compte que la technologie
va apporter à certains clients, parce qu'on ne connaît pas forcément chez Schneider Electric tous les besoins. Je prends l'exemple de la réalité augmentée sur un salon. Un fabricant de grues est venu nous dire mais ce produit il m'intéresse énormément. Alors nous on mettait en avant la réalité augmentée et lui ce qu'il voyait c'était l'intérêt de fournir une tablette avec toute la documentation pour la grue. Il faut savoir que quand on fabrique une grue, il y a une quarantaine de classeurs, nous disait-il, et aujourd'hui c'est des documents papier. Et bien avec cet outil-là, il va pouvoir donner à ses clients des PDF avec la tablette, les mettre à jour beaucoup plus facilement. Et lui, c'était l'intérêt, c'était en fait le bénéfice qu'il voyait de cette solution de réalité augmentée, qui était tout autre que celle qu'on avait imaginée nous, par exemple. Donc je rejoins tout à fait Thomas là-dessus. Juste un point, c'est que pour organiser ce hasard, nous on crée la notion de gross hacking workshop, c'est-à-dire qu'on va créer des moments de conversation où on va partager des data et des insights à un grand nombre de personnes en expliquant voilà ce qu'on a, voilà pourquoi on l'a fait. Et après, ça va créer peut-être pas, mais peut-être des nouvelles idées pour, sans rien changer au projet, dupliquer, multiplier par 10 la valeur qui vont sortir. Alors pour peut-être conclure et arriver sur les enjeux que vous avez et qui vous restent encore à saisir, les défis à relever dans ce champ et du possible, comme vous disiez Didier, qu'est-ce que les mots de la fin sur notamment Ninkasi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, quelles sont vos prochaines étapes? On nous souhaite d'aller au bout de tous nos projets, ça serait déjà super. Je pense que nous, on a été parmi les précurseurs sur tous ces sujets-là. Hein. On a une vision qui est assez claire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit socialement viable aussi. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est très économique. Nous, on a aussi une vision du métier. On a envie de redonner de la valeur. C'est un métier qui est pénible hein, quand même pour nous, hein, le métier de serveur, de cuisinier, toutes ces choses-là. Lui redonner de la valeur, c'est lui redonner ses lettres de noblesse, c'est revaloriser aussi les métiers, les rémunérations. Et je le vois autant d'un point de vue économique que social, sociétal. Donc je trouve que c'est peut-être le point qui nous habite aussi le plus derrière. Voilà. Et alors vous, Didier, quelles sont les perspectives, les enjeux à venir pour le groupe Schneider face à cette transformation de la data? Alors, déjà, c'est dire qu'on entend souvent le terme industrie du futur. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité. On l'a partagé ici. Hein, c'est des technologies qu'on utilise. Les enjeux qu'on y voit, alors nous, on n'a pas le même public, effectivement, de Ninkasi. On a dans l'industrie des gens qui sont quand même parfois assez âgés. On veut attirer, et on en a parlé, des talents. Et ces nouvelles technologies permettent effectivement d'attirer les talents, de montrer aux jeunes que l'industrie est moderne, utilise les mêmes outils qu'ils utilisent au quotidien, la tablette, le smartphone, le logiciel. Donc c'est aussi pour nous une façon d'avoir des jeunes qui soient motivés et qui font évoluer, puisqu'on parle d'une évolution technologique, hein, il n'y a pas de révolution, on évolue avec la technologie et la technologie dans le bénéfice de l'entreprise. Bien, Thomas, vos derniers mots. Je bois du petit lait, je trouve que la partie humaine est très importante. La chose qui nous fait bouger en ce moment sur le digital, c'est accompagner les gens en interne dans ce long parcours de la data jusqu'à la valeur pour le business, et leur permettre d'avoir la culture et l'envie d'aller jusqu'au bout. Très bien, donc on voit que la composante, en tout cas effectivement, de l'humain, des acteurs métiers, de cette transversalité avec peut-être ceux qui sont plus technologiques dans la data est importante, effectivement, de cette diffusion. Pour les mots de la fin, moi je reprendrai une citation qui tient à cœur à une personne qui œuvre énormément dans la transformation digitale du groupe Bayer, donc Catherine Servan, qui nous avait fait le plaisir de nous accueillir et qui reprend cette phrase d'Aurélie Jean, donc éminente chercheuse sur l'intelligence artificielle, que s'assurer d'être en tout cas des décideurs éclairés et non éblouis par toute cette technologie. Et aujourd'hui, avec vos témoignages, on s'aperçoit que
voilà, clairement, on est d'abord sur une recherche opérationnelle de performance, de transformation de ces métiers et que finalement la data est le moteur, je dirais, de tous ces outils qui sont à notre disposition. Eh bien, écoutez, il est l'heure pour moi de vous remercier à tous les trois, donc Didier, Thomas et Pierre-François. Merci beaucoup pour la générosité que vous avez eue dans vos partages. Et puis de remercier encore à nouveau toutes les équipes du groupe Bayer et au sein du Life Hub de nous avoir reçus, et notamment à la logistique. Un grand merci à Philippe Mérès pour son suivi, son accompagnement sans faille. Eh bien, écoutez, cette table ronde se termine. N'hésitez pas à poursuivre les échanges, nous contacter. On sera ravis de prolonger ces réflexions et ces convictions. Merci encore à tous. Merci beaucoup à tous et merci pour toutes les personnes qui étaient en ligne également. Merci. Merci.